Nous sommes en pleine crise des agriculteurs, une mobilisation qui ne cesse de s'accentuer depuis 2 jours. Les barrages routiers sont très nombreux. Ils veulent faire pression sur le gouvernement, sur le Premier ministre Gabriel Attal à Agen. Ils sont très nombreux en ce moment même devant la préfecture qui est en flammes. En tout cas, il y a des flammes juste devant cette préfecture, des pneus qui sont brûlés, du lisier a été déversé sur toute la façade de la préfecture. Une grande colère des paysans qui appellent à prendre leur tracteur, à aller demain sur la capitale. Espérons que le gouvernement entende ces revendications. On est avec Karim Zerebi en plateau, ancien député européen, Louis de Ragnel d'Europe 1, Vincent Hervouet aussi d'Europe 1, avec un agriculteur, monsieur Paul Mougenot, qui est agriculteur dans l'Aisne, avec Geoffroy Lejeune du JDD et François Pupponi, qui est ancien député. La colère des paysans, on la voit, on l'entend. On va rejoindre Stéphanie Rouquier, qui se trouve tout près de l'autoroute A64, avec un agriculteur, Régis Desrumeaux, qui est président de la FDSEA Oise. Monsieur Desrumeaux, bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Stéphanie, expliquez-nous un tout petit peu ce qui se passe autour de vous. Bien, écoutez, c'est le 7e jour de blocage ici à Carbone, 7e jour de présence de ces agriculteurs en pleine autoroute. Et après le drame survenu hier matin et le décès de leur collègue Alexandra et de sa fille âgée de 12 ans, eh bien, ces agriculteurs ont renforcé la sécurité de leur campement. Ils ont positionné tout autour de très nombreux tracteurs, parce que vous pouvez bien évidemment imaginer que ces agriculteurs sont encore extrêmement marqués par ce drame, et bien sûr ils veulent éviter qu'un nouveau drame que se produise, qu'un nouveau véhicule ne franchisse une barricade. Alors ils nous expliquent tous ici qu'ils sont encore extrêmement motivés, mobilisés. Ils attendent des annonces du gouvernement, des annonces qui devraient arriver d'ici vendredi, et tous nous expliquent ici que s'ils jugent que ces annonces ne sont pas à la hauteur, eh bien ils peuvent rester ici encore des semaines. Merci beaucoup Stéphanie Rouquier. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. On a des images d'Agen avec beaucoup de colère des agriculteurs. Ils ont rencontré des membres du cabinet de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Oui, donc ils ont été manifestement déçus parce que le cabinet de Marc Fesneau n'a pas pu leur donner de réponse. Leur a dit qu'en fait il fallait attendre que Gabriel Attal s'exprime. Et donc c'est une illustration de l'impatience de ces agriculteurs qui pendant des années n'ont jamais rien demandé, et puis quand ils demandent quelque chose une fois tous les 10 ans, eh bien se voient imposer des délais supplémentaires, et donc c'est sans doute ça qui a créé l'impatience et l'exaspération. Alors je crois qu'il y a un agriculteur qui prend la parole depuis Agen. Je ne sais pas si on peut l'écouter, c'est ce que je demande à David Poujol qui est en régie, puisque à Agen il y a beaucoup de colère. Écoutons-le. Vous, comment vous le prendriez? On est d'accord? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les agriculteurs aussi énervés. Ah oui, oui. Ben depuis 2014, je pense, ici à Agen, à peu près. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, c'était la goutte d'eau? C'est la goutte de trop. Toutes ces normes, la PAC, la paperasse, on a plus de papier qu'un président de la République. C'est un enfer, en fait. Nous, la journée, on travaille, et le soir, on rentre. Moi, mon oncle, il rentre le soir, il fait les paperasses jusqu'à minuit, 1h du matin. C'est pas une vie. Il a des enfants, on a tous les paysans ont des enfants, ils peuvent plus vivre comme ça. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et un jeune agriculteur, aujourd'hui, c'est plus possible de vivre comme ça non plus. Aujourd'hui, il y a trois paysans qui partent à la retraite pour une installation. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Et au bout d'un moment, quand les pays de l'Est nous diront stop, on nous envoie plus de marchandises, M. Macron il viendra nous voir pour dire qu'on produise. Mais sauf qu'on ne sera plus là. Donc il se démerdera. Et eux, à ce moment-là, les Français creveront, eux, la bouche ouverte. Contrairement à nous. L'agriculture française est morte, elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir aujourd'hui, oui, elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir aujourd'hui. Malheureusement. Vos collègues agriculteurs à faire pareil comme vous, comme aujourd'hui. Bien sûr, mais dans toute la France, c'est fait aujourd'hui. Ils le font aujourd'hui. Ils le font, ils bloquent les autoroutes. En Allemagne, il faudrait faire comme eux. Nos collègues allemands sont très mobilisés. 5000 tracteurs, je crois qu'il y a. Tout le Berlin, tout est bloqué. Franchement, il faudrait faire pareil qu'eux. Même je crois en Belgique aussi, il y a des manifestations, à Lyon, partout, il y a des manifestations partout. Et il faudrait qu'on monte tous à Paris. Tous à Paris. Avant de monter à Paris, il faut mettre de feu comme ça dans la préfecture, dans tous les départements. Mais pour leur faire peur, ouais. Voilà, montez tous à Paris. On a cet agriculteur qui s'exprime à Agen devant cette préfecture. Il y a des pneus qui brûlent, du lisier qui a été épandu absolument partout sur la façade. Paul Mougenot, vous êtes agriculteur dans l'Aisne. C'est un spectacle que vous regrettez, mais qui est nécessaire, indispensable. Vous dites que vous êtes quasiment en état de mort, les agriculteurs. Oui, c'est ce que nous avons dit
hier au Premier ministre, c'est qu'il est minuit moins une. Et, minuit moins une. Oui. Et en fait, il y a un tel ras-le-bol, si vous voulez, dans nos campagnes. Nos campagnes étaient silencieuses et vertueuses, mais là, c'est fini. On a une agricultrice et sa fille qui sont mortes pour défendre leur exploitation agricole, leur emploi. En fait, c'est inimaginable. C'est l'euthanasie du monde agricole. Aujourd'hui, vous avez un agriculteur sur deux, un agriculteur tous les 2 jours qui se suicide. C'est inimaginable, inacceptable. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour ceux qui se suicident. Ils se disent, on n'y arrivera pas de toute façon. Mais si vous voulez, c'est ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. Vous avez évidemment des annonces qui doivent être faites de façon nationale par le gouvernement. La question du GNR, il faut stopper cet impôt supplémentaire sur le GNR. La question du moratoire et pendant 1 an, si vous voulez, de stopper cette forme d'inquisition sur les normes, ce sentiment d'inquisition dans nos fermes, sur les contrôles permanents. Et évidemment, cette question à moyen et long terme sur la transmission des exploitations familiales. Mais vous l'avez dit, il y a cette concurrence européenne déloyale. Aujourd'hui, vous parlez de transition environnementale, transition écologique, on aime tous nos animaux. Je ne suis pas éleveur, la présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch, est éleveuse. Elle aime ses bêtes, elle va retourner chez elle pour s'en occuper. Et on nous fait des poulaillers dans les pays de l'Est de 72 hectares. Et après, on nous parle de bientraitance animale. Et si vous voulez, il y a un tel décalage. Et effectivement, il y a ce sentiment de dire qu'à un moment donné, on utilise les mots, l'empathie, et on est presque en état de mort en France et en Europe. Et à côté de ça, on vous fait venir de la viande de Nouvelle-Zélande qui ne respecte pas les mêmes normes que les nôtres. Mais en fait, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et c'est ce que vous dites depuis longtemps, vous, les paysans. Vincent Herouet est avec nous. On a entendu cet agriculteur expliquer que ce n'est pas seulement un problème français, c'est un problème européen, c'est un problème de tous les pays, d'une partie de cette Union européenne qui décidément provoque bien on a vu des monter en Allemagne, on a vu, mais aussi en Roumanie, en Bulgarie, etc., toutes sortes de manifestations depuis quelques semaines. Il y a quelque chose d'ailleurs qui est très curieux, c'est une sorte d'absence de synchronisation. C'est-à-dire qu'il y a 8 jours à peine, on était en train de tous commenter l'avènement d'un nouveau gouvernement, d'un Premier ministre qui n'est jamais sorti des 9 premiers arrondissements de Paris. Et tout le monde trouvait ça absolument épatant, un sursaut, une fraîcheur. L'année commençait bien. Mais en même temps, si vous voulez, le malaise paysan, vous parliez du suicide à l'instant, monsieur, le sud des paysans, c'est la pointe immergée de la souffrance paysanne. Et c'est un sujet qu'on connaît, je veux dire, ça fait des années qu'il y a eu des mesures qui ont été prises. Parce que qu'est-ce qui suscite? Ce sont d'ailleurs, intéressant, ce sont ceux qui font des vaches laitières et ceux qui font de la viande des bovins. C'est surtout ceux de plus de 65 ans. C'est très particulier, hein. Oui, oui. Ceux qui se pendent, c'est pas les gens qui sont pris à la gorge obligatoirement par les dettes. Il y a un vrai malaise paysan qui est spécifique. Et alors, il y a eu des commissions, il y a eu des rapports parlementaires, il y a eu des mesures, il y a eu des millions qui ont été dégagés. Mais tout ça, c'est rien parce que, en fait, ça ne traite pas le cœur du problème, qui est le décalage entre une société où, sur ce plateau de télévision, on est assez décalé quand même du monde rural. Et puis la réalité de la ruralité, justement. Bien sûr. On va écouter Karine Duc, qui est coprésidente de la coordination rurale. Elle s'exprime depuis Agen, écoutez-la. Tout pouvait se passer correctement si on n'aurait même pas eu besoin de venir ici, s'ils avaient répondu à nos multiples demandes et si on avait pu avoir satisfaction et si ils avaient entendu la colère des agriculteurs. Je vois que le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture demande encore aujourd'hui, cet après-midi, des propositions. Mais ça veut dire quoi? Normalement, le ministère de l'Agriculture, il est censé pouvoir être en mesure, à l'instant T, d'avoir la mesure de la détresse des agriculteurs et des besoins des agriculteurs. C'est leur boulot, 365 jours sur 365. Donc à un moment donné, là, c'est du foutage de gueule. Ce soir, on en est là. Demain, on verra. Mais bien sûr, ça va continuer, ça sera crescendo. Il le faut, c'est comme ça. Il faut que Gabriel Attal, notre Premier ministre, ou notre président de la République,
Je crois qu'il y a le feu un peu partout en France, si je comprends bien. Si ce n'est pas un sujet majeur et si ce n'est pas valable pour faire avancer dans le calendrier de 24 heures ou 48 heures des déclarations, j'y comprends plus rien, quoi. Et c'est complètement négligé la base, c'est complètement négligé le peuple, les agriculteurs et d'autres. On a énormément de soutien ici, toutes professions confondues, qu'ils mesurent l'impolitesse, l'irrespect et la position infâme que prend l'État en attendant, en se positionnant encore dans le temps. Le gouvernement de M. Macron a une sérieuse tendance à essayer de repousser dans le temps toute prise de décision. Et ça, aujourd'hui, c'est insupportable. Ils sont au pied du mur. Nous aussi, on y est au pied du mur. Mais là, nous, on est installés et ça va durer. Et ça va durer en intensité et ça va continuer. Donc, arrêtez ce jeu qui, finalement, n'aboutit à rien de bon, ni pour les uns, ni pour les autres. Écoutez le peuple, faites des annonces. Maintenant, vous aurez montré que vous êtes attentifs à ce qui se passe sur le terrain. Et puis c'est tout. Voilà. Si les annonces ne sont pas suffisantes, si les annonces ne viennent pas, est-ce qu'il faut parer à Paris pour que ça avance? Moi je pense qu'il faut que l'ensemble des agriculteurs mobilisent et fassent en sorte que toute la France soit bloquée. C'est bien mieux que d'aller à Paris voir ces énarques. Voilà. Bonsoir, je suis en direct sur Brut, c'est possible de... Voilà pour Karine Duc, qui était évidemment de la coordination rurale et qui a dit sa colère et qui a dit cette volonté d'aller sur la capitale. Audrey Berthaud est une de nos envoyées spéciales. Il est 18h12, on est en direct sur CNews et Europe 1. Vous vous trouvez sur l'autoroute A16 avec le président de la FDSEA de l'Oise. C'est bien cela. Oui, bonjour Laurence. En effet, on est toujours sur l'A16 près de Beauvais. On a parcouru à peu près 15-20 km pour se placer à nouveau sous un pont. Et ici, les agriculteurs vont passer la nuit. C'est votre cas, Régis. Ça fait 2 jours que vous n'êtes pas rentré chez vous, 2 jours que vous n'êtes pas douché. Mais pour vous, la mobilisation continue. Vous n'allez rien lâcher. Écoutez, il y aura toujours moyen de prendre une douche plus tard. Là, on s'organise, on est très motivés. On est en train de monter le bivouac. On prépare le barbecue et puis on avance sur Paris tout doucement. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, dès demain ? Écoutez, demain, on prendra la décision de tous ensemble d'avancer encore. On verra, on posera la question aux agriculteurs présents aujourd'hui. On s'approchera encore de Paris. On sait que le Premier ministre doit faire des annonces vendredi. Et à partir de vendredi, on sera aux portes de Paris. Donc on prendra la décision d'encercler Paris, en tout cas sur les voies qui sont présentes de notre côté. Qu'est-ce que vous attendez concrètement ? Écoutez, des annonces fortes. Il nous faut des actes forts qui arrivent sur nos exploitations. Il nous faut des engagements par rapport à l'Europe à long terme. On sait qu'il y a des choses qui peuvent être prises très très rapidement, des mesures prises rapidement, mais il y a aussi d'autres mesures qui seront plus longues à prendre quand il faut aller négocier avec l'Europe, quand il faut discuter avec eux. Merci beaucoup et bon courage. Et voilà, ici, sur l'A16, les agriculteurs sont déterminés pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire Paris. Merci beaucoup Audrey Berthaud. Florian Paume qui se trouvait sur l'autoroute A16. Louis Dragnel, on voit qu'il y a une forme de convergence des colères et qu'il y a les agriculteurs, mais il y a aussi parfois les taxis, il y a parfois quelques gilets jaunes aussi qui reviennent, même si les paysans, dans les notes les paysans ne veulent pas qu'on les confonde avec les gilets jaunes, mais n'empêche que leur mouvement peut agréger. Et puis en Bretagne, alors pour l'instant c'est uniquement en Bretagne, il y a le lien éleveurs, pêcheurs, agriculteurs, puisqu'il y a pour une autre thématique, une autre problématique qui concerne les pêcheurs. Et donc, ils doivent rester à quai pendant un mois. Ils doivent rester à quai pendant au moins un mois. Donc ils sont indemnisés à hauteur de 80% de normalement leur chiffre d'affaires. Et ça pour préserver la survie des dauphins dans le golfe de Gascogne. D'autant qu'il y a beaucoup trop de dauphins. Globalement, les pêcheurs n'aiment pas pêcher des dauphins. C'est un autre sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, on voit que le mouvement est en train de prendre de l'ampleur. Et donc, il est urgentissime que Gabriel Attal, ce que disent tous les agriculteurs qu'on écoute depuis tout à l'heure, en fait, ils attendent maintenant des annonces. Et je pense qu'il faut arrêter de concerter. Maintenant, je crois que le diagnostic est assez clair. Il y a des choses même précises, parce qu'on entend aussi depuis 2 jours que les revendications sont très hétérogènes.
Je crois que sur le GNR, par exemple, c'est une revendication qui est claire et qui est partagée par tous. Je crois que sur tout ce qu'on vous impose en termes de normes environnementales, sur la non-utilisation des pesticides, sur le glyphosate, tout ça, c'est des choses aussi qui reviennent. Sur les accords de libre-échange, ça, c'est quelque chose qui revient et qui est commun partout. Je pense à la question aussi des bassines. Et ça, c'est des choses sur lesquelles le gouvernement français a des leviers. Gabriel Attal peut agir sur ces éléments-là. Et ça peut être des mesures de court terme. On n'est pas obligé d'attendre des choses incroyables de la part de Bruxelles. Mais encore une fois, le sujet va être très politique puisque les annonces que les agriculteurs attendent du gouvernement se heurtent au vote, au projet politique européen d'Emmanuel Macron. Et on voit qu'il y a le début d'une entorse, parce que j'écoutais ce matin la porte-parole du gouvernement qui disait qu'elle était attachée à la préservation de l'exception agricole française. Donc si on considère qu'il y a une exception agricole française, ce n'est pas tout à fait conforme au vote du groupe Renew, qui sont les parlementaires macronistes à Bruxelles. Qui ont voté aujourd'hui même un accord de libre-échange avec le Chili. Monsieur Mougenot, qui va nous amener 9000 tonnes supplémentaires de poulet, de porc, etc. Ça encore, c'est de la concurrence déloyale pour vous, les agriculteurs. Vous le voyez bien, le GNR, c'était déjà la goutte de trop. Là, le sentiment de ras-le-bol, il est perceptible. On n'en peut plus. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Alors, effectivement, le gouvernement, il ne faut pas de Grenelle, il ne faut pas d'accord, il ne faut pas de réception, de grandes messes, de Ségur de l'agriculture. Il faut des actes. Et il faut des actes très rapidement, vous l'avez dit. Et je pense que vous l'avez dit une fois de plus, la question du GNR, c'est stop à cet impôt supplémentaire. La question du moratoire sur cette forme d'inquisition permanente dans nos fermes, évidemment. Et la question d'une réflexion sur la transmission pour conserver des fermes à dimension familiale, pour éviter cette financiarisation. Et à un moment donné, un chef, c'est fait pour cheffer. Donc vous allez à Bruxelles et vous défendez la position pour défendre les Français. Parce qu'une Union européenne, on est à quelques mois des élections européennes, où on n'est pas capable de défendre les intérêts français à Bruxelles, je veux dire qu'on n'est pas capable de défendre les intérêts français dans le monde. Et aujourd'hui, demain, on va être obligé d'importer notre propre alimentation. Là où Sully disait que labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Notre pays en est réduit à ça. Importer notre propre alimentation, nous la France. Vincent Hervouet, est-ce qu'on peut retrouver notre souveraineté alimentaire ou est-ce qu'elle est désormais dans les mains de l'Europe? Ah mais c'est plus grave que ça. Vous pouvez effectivement faire l'histoire de la PAC et voir à quel point on a peu à peu reculé. C'était quand même le deal fondamental au début de la construction européenne. Mais simplement que ça. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères français était à Kiev, son premier déplacement à l'étranger. Monsieur Séjourné. Alors qu'il venait juste d'être nommé, Monsieur Séjourné. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'Ukraine était la priorité de la politique étrangère de la France. Donc, l'Ukraine, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ouverture, c'est l'acceptation de l'Ukraine qui a obtenu le statut de candidat, qui va obtenir le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. L'Ukraine, 40 millions d'habitants, grande puissance céréalière. C'est quoi la conséquence de son adhésion future à l'Union européenne? Eh bien, c'est l'importation de céréales, c'est 20% de bénéfices en moins à l'hectare pour les producteurs français. Le calcul a été fait, c'est 20% en moins. Alors il faut savoir si M. Séjourné fait de l'Ukraine la priorité de la politique étrangère de la France, ou si le gouvernement français fait de la défense des exploitants agricoles en France la priorité de sa politique tout court. C'est en fait des choix qui ont des conséquences. C'est pas simplement du discours, c'est pas simplement une espèce de lyrisme diplomatique. C'est des lignes à défendre très claires. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas à la fois défendre les intérêts égoïstes des Français, on dénonce toujours à Bruxelles, et en même temps, se vouloir le parangon, le donneur d'exemple, la vertu incarnée et la globalisation en marche. Monsieur Mougenot, peut-être un mot là-dessus, et je vous passe la parole, François. Pour les céréaliers, le pauvre, il est évident qu'il faut absolument cette exception agriculturelle française. C'est aujourd'hui, il y a un tel décalage européen. Mais vous l'avez dit, l'arrivée sur le marché de la céréale européenne de l'Ukraine sera une catastrophe pour nous. Aujourd'hui, moi, j'ai pas vendu mon blé, les cours s'effondrent. J'ai encore regardé, on est à 198 € la tonne. Je perds de l'argent. Au lieu de, vous étiez à combien il y a 230.
Non mais je veux dire, je ne l'ai pas vendu. Alors j'ai voulu jouer, j'ai perdu. Mais aujourd'hui, vous imaginez avec l'arrivée de l'Ukraine, mais c'est fini. Je gagne déjà pas ma vie là. Donc là, vous ne vivez pas de votre exploitation, parce que vous avez un deuxième métier, comme nombre d'agriculteurs. Là, vous pouvez potentiellement mettre la clé sous la porte. Ah bah oui, non mais on est déjà là. On est à la croisée des chemins. Et vraiment, il faut des actes très forts. Parce que vous l'avez vu sur vos vidéos, il y a un tel sentiment d'abandon dans nos campagnes. Mais si vous voulez, c'est la goutte d'eau, le GNR. Vous l'avez dit avec l'accord de libre-échange avec le Chili pour les éleveurs. Mais, je veux dire, en 2 ans, j'ai été cambriolé 3 fois à la campagne. Vous ajoutez à ça le fait de ne pas gagner sa vie, de devoir se mettre au milieu de la cour pour pouvoir téléphoner parce qu'on n'a pas de réseau. Un tel sentiment d'abandon, de ne pas être reçu par le préfet, qu'on vous dise qu'on attend les directives nationales du Premier ministre. Mais à un moment donné, il faut des actes forts, là. Parce que nous sommes vraiment à la croisée des chemins. François Pupponi. Moi, malheureusement, je ne vais pas vous décourager, mais j'ai le sentiment que les dés sont jetés. Ce modèle agricole, on l'a voulu, le libre-échange, et on va arriver à une situation qui est surréaliste. Pour les populations qui n'ont pas les moyens d'acheter, ils achèteront des produits avec des pesticides qui viennent d'ailleurs pas trop chers, parce que ça sera là. Et puis ceux qui ont les moyens, pour ne pas dire les bobos, ils auront des petits agriculteurs locaux qui vendront du bio. Voilà. Et c'est le modèle qu'on est en train d'inventer. Et on voit bien que certains y veulent aller, parce qu'en plus, vous pouvez rajouter que certains écolos vous font passer pour des tortionnaires des animaux, des pollueurs. Et donc, en fait, ce que vous faites, après, bientôt, vous empêchez de manger de la viande aussi. Bien, tout le réseau Kids Vegan qui nous explique qu'il faut arrêter tout ça. Il nous a même expliqué que les vaches, ça polluait. Bon. Voilà, donc, on voit bien que ce modèle-là de société, on l'a voulu assumer. Malheureusement, c'est vous qui êtes les victimes de tout ça, mais qu'on est à la fin d'un processus. Et je répète, moi, je comprends pas trop que le Premier ministre prenne autant de temps. Et je crains qu'il prenne autant de temps parce qu'il n'a pas de réponse très concrète à apporter. Et qu'ils savent très bien que s'ils n'éteignent pas l'incendie vendredi, j'aurais pu le faire avant, ils ne savent pas où ça va. Donc les réponses... c'est pas déjà trop tard vendredi, François Pupponi ? Vendredi, si les agriculteurs montent sur Paris, vous imaginez ? Il y a demain, oui, puis vendredi, il faut faire des annonces fortes. Et j'ai peur qu'ils ne puissent pas les faire. Il n'y a pas de quoi faire des annonces fortes. Geoffroy Lejeune, du JDD. Pendant la crise des Gilets jaunes, je comprends l'agriculteur qui ne veut pas qu'on les compare, mais le 17 novembre, date du début du mouvement, les revendications sont les mêmes. Après, évidemment, il y a une caricature de mouvement qu'on ne reconnaît plus, mais au début de la crise des Gilets jaunes, souvenez-vous, on a attendu, je crois, 2 ou 3 semaines qu'Emmanuel Macron prenne la parole, et on était sur une hausse des taxes sur le carburant, et son premier discours, il le fait sur l'écologie et la transition écologique. C'est-à-dire, il répond exactement à l'inverse. Donc moi, je suis d'accord avec François Pupponi. Ce modèle, il a été choisi. Nos élites ont envie de nous y emmener. Elles en sont très heureuses. Et finalement, vous êtes le prix à payer. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Le prix à payer ou le dommage collatéral de ce choix. Pourquoi, je suis d'accord avec ce que vient de dire mon voisin François Pupponi. Pourquoi Gabriel Attal ne répond pas ? C'est parce que la réponse, il ne l'a pas. Ou plus exactement, la réponse, si on traduit ce que vous venez de dire et ce que disent tous vos camarades et tous les agriculteurs qu'on entend maintenant depuis plusieurs jours, c'est la rupture avec 3 dogmes qui sont des dogmes fondateurs du macronisme et même en fait fondateurs de nos élites. C'est le libre-échange, le marché va tout réguler, vous allez voir, ça va très bien s'administrer, ça va être formidable. On constate qu'en réalité non, on a besoin de le cadrer et notamment de faire du protectionnisme et de la préférence nationale, l'exception agriculturelle, l'expression me fait rire parce qu'on a l'exception culturelle, c'est une préférence nationale, ça fait hurler tout le monde mais c'est le cas, on a besoin de ça. Deuxièmement, le dogme européen, là pour Emmanuel Macron c'est très important, on constate, on a écouté tout à l'heure quelqu'un qui était en direct sur place, qui sont les gens de la Commission européenne pour décider, enfin bref, c'est très révoltant. Et le dogme écologique, qui est un choix qui a été fait et qui a été réaffirmé plusieurs fois par le président de la République pour plaire à une forme d'élite culturelle française au détriment des gens qui vivent vraiment là-dedans. Vincent Herouet, je vois réagir. Oui, parce que le pacte vert pour la neutralité carbone, c'était une espèce de grande utopie européenne, c'est vrai. Cette espèce d'horizon, c'est qu'en 2050, l'Europe soit le continent exemplaire, le premier à atteindre la neutralité carbone. Le coût humain et les conséquences en cascade d'un choix pareil. Alors là, on a vu, il y a 75 textes législatifs qui doivent arriver, mais c'est le début, parce que la réalité, c'est effectivement le démembrement, si j'ose dire, de toute la politique agricole qui a été menée, productiviste, etc., depuis
depuis des décennies en fait, depuis 60 ans. Il est 18h25, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec toujours cette situation très tendue à Agen où les agriculteurs ont enflammé des pneus devant la façade de la préfecture, une façade qui a été maculée de lisier. Ils se disent prêts à rester longtemps, à bloquer, à se diriger vers Paris. On va rejoindre cette fois tout près de Lyon Olivier Madinier qui se trouve sur un blocage sur l'autoroute. Pareil, de votre côté, la situation est simple, Olivier. Les agriculteurs veulent bloquer la ville de Lyon. Oui, absolument. Ils ont décidé de frapper un grand coup. Ce soir, c'est toute l'agglomération lyonnaise qui est complètement paralysée. Il faut dire que les agriculteurs ont choisi de bloquer 2 axes stratégiques. D'abord au sud, le prolongement de l'autoroute A7 au niveau de Givors. Là, c'est bloqué dans les 2 sens. Et au nord, où nous sommes actuellement, l'A6, le prolongement de l'A6 est totalement bloqué là aussi dans les 2 sens. Donc il est impossible de venir à Lyon du nord et d'arriver à Lyon depuis le sud de l'agglomération. Vous voyez sur les images, les agriculteurs se sont installés pour passer la nuit. Un barnum a été déployé, un feu va être allumé. Ils sont extrêmement déterminés. Une 60aine de tracteurs ont été positionnés à l'endroit où je me trouve. Et ce mouvement devrait prendre fin demain en milieu de journée. Merci Olivier Madinier. On dit complexe de Limonest dans le Rhône. Et quand on regarde la carte, il y a des blocages absolument partout. Calais, Saint-Malo, Rennes, Beauvais, Strasbourg, Orléans, Bourges, Guéret, Clermont-Ferrand, Boulazac, Bordeaux, Bayonne, toute la carte de France désormais, qui était honnêtement clairsemée en début de semaine, Monsieur Mougenot. Ça y est, elle est en train de se remplir. Et on a le sentiment que les agriculteurs osent sortir de leurs exploitations, osent faire entendre leur voix. Oui, il y a un tel ras-le-bol qu'il faut absolument que le Premier ministre prenne des décisions, des actes forts, et absolument annoncer des mesures que tout le monde veut entendre. Et vraiment, stop sur le GNR, ça c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Mais là, il faut aussi prendre une mesure forte, c'est aller à Bruxelles. C'est aller à Bruxelles et défendre une autre vision de l'agriculture. Alors, il y a 2 choix. Soit on prend des décisions tout de suite pour nous dire les choses et vraiment agir avec des actes, pas de Ségur, pas de Grenelle de l'agriculture, pas d'états généraux de l'agriculture, mais des actes forts et vraiment aller défendre la France à Bruxelles. Parce que si un pays peut plus se nourrir avec sa propre alimentation, c'est plus un pays. Louis de Rainer. Non, je pense que vous allez être déçus en fait, parce que personne n'ira. Enfin, c'est malheureux, mais je ne vois pas le gouvernement d'Emmanuel Macron aller défendre ce que vous demandez à Bruxelles, parce que ça entraverait totalement le projet politique d'Emmanuel Macron. Je pense qu'ils vont essayer de faire du en même temps, encore une fois, qui évidemment ne satisfera personne, ne satisfera même pas les écologistes qui font partie, notamment à Bruxelles, de leur majorité. Donc je pense que là, le point de bascule a été atteint et je vois difficilement une issue très positive, parce qu'on le comprend, le décalage de discours qu'il y a entre ce que vous dites, la réalité que vous décrivez de votre vie, de votre métier, puis le fait qu'en fait, vous n'êtes pas là en train de manifester pour un droit supplémentaire, vous manifestez parce que vous voulez simplement survivre. Et donc, par rapport à des cabinets, des hauts fonctionnaires qui ont l'habitude de voir des manifestations avec des gens qui réclament de nouveaux droits, ils sont complètement perdus. Ils savent pas ce que c'est que des gens qui veulent qui sont prêts à tout en fait pour simplement survivre et vouloir transmettre. Même s'ils ont reçu. Karim Zeribi. C'est le vrai test politique, le premier test, mais le vrai test politique pour Gabriel Attal et son gouvernement. Et effectivement, ce qui surprend dans cette affaire, c'est que ça part au départ d'une revendication sur le GNR. Parce que la taxation sur le carburant devait être révisée et avec ces 3 centimes par litre en plus qui plombaient complètement le chiffre d'affaires et les bénéfices des agriculteurs. Mais aujourd'hui, au plus le temps passe, au plus la liste des revendications va s'allonger. Et c'est là où moi je ne comprends pas la position de Gabriel Attal et de son gouvernement. Au lieu d'éteindre le feu rapidement et de dire, voilà, sur le GNR ça coûtait 1,7 milliard à Bercy, ok, on va poursuivre l'effort pendant 18 mois, donc pour voir si la situation économique et sociale s'améliore pour vous, mais on va faire le nécessaire. Non, il ne répond même pas sur cette première revendication qui a déclenché ce mouvement.
Et derrière, s'ensuit une démarche plus structurelle des agriculteurs qui demandent aujourd'hui qu'on fasse face à cette concurrence déloyale qui les frappe. Encore une fois, moi, il y a des choses qui sont frappées du sceau du bon sens, en dehors de toute idéologie, qu'elle soit environnementale ou économique. Pourquoi nous mangeons des pommes polonaises qui sont, je dirais, frappées de produits phytosanitaires et nous interdisons cette même culture à nos agriculteurs. Moi, il y a des choses qui me dépassent. Pourquoi on va manger le poulet qui va être effectivement en batterie avec des procédés que nous remettons en cause totalement pour nos agriculteurs? Il est sur le marché français, ce poulet, et on interdit à nos agriculteurs de pouvoir l'élever de la même manière. Enfin, la moindre des choses, en dehors de toute idéologie, c'est de faire partir nos agriculteurs sur la même ligne de départ que les autres. Même ça, on n'est pas capable. Même ça, on n'est pas capable de le dire du côté du gouvernement. Et donc, on poursuit cette politique de concurrence déloyale. Derrière, il y a des prix de l'énergie, des prix du carburant qui plombent l'économie de nos agriculteurs. Encore une fois, quand je le disais, il y a 20% des agriculteurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. En 30 ans, c'est 40% de leurs revenus qui se sont écroulés. 52% vivent avec 22 000 euros par an. Je veux dire, ils font 70 heures par semaine, ces gens. Un peu de respect. Juste sur le GNR, on voit bien, c'est exactement la même logique que pour les Gilets jaunes. C'était, on va taxer le diesel, il faut arrêter avec les énergies fossiles polluantes. Bon. La seule difficulté, c'est que ça a été annoncé par le gouvernement le 7 septembre. Les routiers sont plus ou moins bien sortis. Le BTP et après les agriculteurs, entre guillemets, ils n'ont pas vu le coup venir. Enfin, ils l'ont vu venir, mais ils n'ont pas su s'organiser ou pas pu. C'est compliqué. Ça a été voté en loi de finances. Donc là, la seule chose que peut annoncer Gabriel Attal sur ce sujet-là, c'est une loi de finances rectificative immédiate. Il faut un mois pour la faire voter, où on revient sur la mesure. Enfin, il faut voter une loi dérogatoire. Bon. S'il ne l'annonce pas tout de suite, effectivement, le GNR, il n'y a pas de solution. Enfin, l'application des lois, les taxes, elles sont là. Bon. Donc il y a urgence. Et après, il n'y a pas que ça. Il y a effectivement d'autres mesures qui sont attendues. Et moi, je pense que le Premier ministre attend un tout petit peu parce que, d'abord, il veut connaître un peu les revendications qu'il peut satisfaire. Et il va essayer, vendredi, alors je crois qu'il est en déplacement, ça va être un peu houleux, mais il va essayer d'éteindre l'incendie. Mais sincèrement, tel que c'est parti, je ne suis pas sûr que des simples déclarations vendredi permettront de calmer les choses. Monsieur Mougenot, peut-être encore un dernier mot sur cette situation extrêmement tendue. En fait, une femme est morte avec sa fille pour défendre son entreprise familiale. Qui peut accepter ça? On parle d'un suicide tous les 2 jours. C'est l'euthanasie du monde agricole. Mais au-delà de tout ça, c'est 100 000 exploitations agricoles qui peuvent fermer l'année prochaine. On va fermer la lumière, éteindre la lumière dans 100 000 exploitations. C'est-à-dire 100 000 familles sur le carreau. Alors, il faut des actes très forts. Et je pense qu'évidemment, vous l'avez dit, la question du GNR est essentielle. Mais il n'y aura pas que ça. Et je suis désolé, mais si le gouvernement n'est pas capable d'aller défendre les agriculteurs français à Bruxelles, en fait, il est capable de rien, là. Et il y a aussi ce sentiment d'être incompris, d'être délaissé, d'être abandonné, d'être méprisé. Méprisé. Bien sûr. Et il y a un sentiment d'abandon. Il y a un vrai sentiment d'abandon dans nos campagnes. Mais il faut aussi sortir du 6e arrondissement. C'est, si vous voulez, je veux dire, on est cambriolé, on n'a pas de téléphone, et maintenant, il faut faire des démarches en ligne. Aujourd'hui, l'agriculteur, il n'a pas envie de passer ses journées dans son bureau. S'il est agriculteur, c'est parce que il aime la campagne, la vie au plein air. Aujourd'hui, vous passez votre vie au bureau, à faire des démarches administratives. Vous avez peur du contrôle dans votre ferme. Vous avez peur de l'inquisition du contrôle. Donc, il faut absolument donner des gages là-dessus. 1 an sans contrôle. Vous pouvez contrôler, mais vous ne sanctionnez pas pendant 1 an. Ça, tous les agriculteurs, si vous voulez, il y a un tel sentiment d'abandon. Aujourd'hui, vraiment, on est à la croisée des chemins. Tout peut basculer pour vous? Et oui, mais il y a déjà 2 morts. Plus tous les suicidés dont vous nous parlez. Mais bien sûr. Je veux dire. Donc il est presque déjà trop tard. Une petite fille de 2 ans et demi, on aurait pu se trouver là aussi. Il y a déjà 2 morts, c'est ce qu'on a dit hier.
Merci beaucoup, Monsieur Mougenot, d'être venu ce soir dans Punchline. On va écouter un autre de vos collègues qui est agriculteur et qui dit « On ne lâchera rien. La mobilisation nationale grandit chaque jour. » On recevra ensuite Michel Onfray. On avancera palier par palier. Il y a une mobilisation qui est nationale, qui grandit de jour en jour. Encore une fois, tant que le gouvernement n'agit pas, ce n'est pas que des paroles que l'on attend, c'est des actes. Aujourd'hui, oui, on avancera dès aujourd'hui vers Paris, petit à petit. Et tant qu'on n'aura pas des décisions qui seront prises, on continuera d'avancer. Direction Paris, évidemment. Et on verra où ça nous mène.